Pour apaiser son anxiété, il faut en comprendre la source et apprendre à la gérer au quotidien. Mais comment faire et surtout vers qui se tourner? La réponse, juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Comment apaiser les crises d'angoisse ou l'anxiété? Une interview de Valérie Taille, réflexologue et hypnothérapeute. C'est parti pour l'interview. Bonjour Valérie. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, je suis réflexologue depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je crée une méthodologie qui est complètement différente de ce que l'on peut retrouver en réflexologie parce que je travaille sur les mots du corps et les mots de l'âme. On ne peut pas, pour moi, désigner l'un avec l'autre. Okay. C'est-à-dire que quand ça va pas dans la tête, le corps le reflète. Et donc, en réflexologie, j'ai travaillé sur un langage du corps et des pieds pour voir un petit peu tout ça, avec de l'hypnose, avec beaucoup de méthodes, voilà. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est la réflexologie? Alors, la réflexologie, c'est une très vieille méthode, très ancienne. On travaille ce que l'on appelle des zones réflexes sous les pieds. C'est des points précis. Par exemple, sur le pouce, nous avons la tête. Okay. Sur le côté du pied, nous avons la colonne vertébrale. Voilà, ce sont des zones réflexes et tout le corps est représenté dans ces zones réflexes. C'est-à-dire qu'on divise le corps en deux, la partie droite, la partie gauche, et dans chaque pied, le pied droit reflète la partie droite, le pied gauche, la partie gauche. Ok. Et en fait, je me souviens, j'avais déjà vu ah bah oui, elle est là même, la carte justement sous les pieds qui représente un petit peu voilà, ton corps sous les pieds un peu. Voilà. Et du coup, vu que tu fais aussi de l'hypnose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'hypnose et quelle méthode tu utilises? Alors, l'hypnose, c'est un état modifié de la conscience. C'est-à-dire que on a l'inconscient, le conscient qui travaillent d'une façon différente. C'est-à-dire que l'inconscient va... tiens, regarde, passe-moi ton bras. Voilà. Ton conscient, je vais demander à ton conscient de prendre une porte et de la tenir. Ok. Voilà, tu vois, tu tiens ta porte parce que l'inconscient dit ok au conscient, il n'y a pas de problème. Je sais tenir une voilà, porte. Ça c'est... voilà. Donc, on va demander maintenant à ton conscient d'accepter que tu t'appelles Sarah, de dire je m'appelle Sarah en tenant ton bras. Je m'appelle Sarah, je m'appelle Sarah. Et tu vois bien que ton bras ne descend pas. Ouais. Parce que ton conscient dit à l'inconscient, bon, elle s'appelle Sarah, elle tient une porte, l'inconscient dit ok, ça va, c'est bon. On sait faire. On sait faire. Par contre, quand on a un malaise, quand on a des choses qui ne vont pas, l'inconscient et le conscient ne font plus le pont. Okay. Donc, dans l'hypnose, on va aller dans un état modifié du cerveau pour expliquer au corps et refaire un pont pour que de manière naturelle et que ça soit correct pour la personne, ça modifie l'état. Par exemple, tu vas dire je m'appelle Valérie et tu vas tenir la porte. Voilà, vas-y, essaye. Je m'appelle Valérie. Tu vois bien qu'il y a une pression pour ton bras, mais ton bras descend. Parce que ton conscient... J'ai besoin de réfléchir pour savoir. Et l'inconscient dit, ben non, elle s'appelle pas Valérie, elle s'appelle Sarah. Ouais. Donc, non, c'est pas ok. En hypnose, on va dire, bon, on sait que tu t'appelles pas Valérie, mais pour le besoin de l'exercice... il faut que tu t'appelles Valérie. Voilà. Et donc, tu le dis en pensant à ce que c'est un exercice comme ça. Voilà. Je m'appelle Valérie, Et là, ton bras tient. Ouais. D'accord ? C'est ça l'hypnose. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir t'obliger à faire quelque chose dans ton inconscient qui n'est pas marqué dans ta carte biologique, mais tu peux un peu reprogrammer on va reprogrammer la chose pour que ça soit
pour toi quelque chose qui soit intègre à ta personne, parce que c'est très important. On a toujours cette image d'hypnose, de spectacle qui est malsaine parce que c'est du spectacle, ce n'est pas de l'hypnose de thérapie. Et un hypnothérapeute va aller vraiment dans le sens de la personne. Voilà. Et moi, j'y tiens beaucoup à respecter la personne. Si elle n'aime pas le gâteau au chocolat, je ne peux pas et je ne vais pas pouvoir la forcer, mais voilà. Bon, de le voir moins moche que peut-être, mais voilà, c'est... D'accord. Voilà. Et du coup, tu utilises à la fois l'hypnose et la réflexologie en fonction des besoins de la personne. Tout à fait. Alors, dans mes soins, on va vraiment mélanger tout ça. Il n'y a pas un côté... c'est vraiment... c'est un peu comme un couturier en haute couture. On va aller faire le costume de la personne suivant ses besoins, que ce soit même des bébés, jusqu'à la personne âgée. Le bébé, il y a des choses qu'il ne veut pas qu'on fasse en réflexologie, on le sait de suite, le corps part énormément. D'accord. Ça peut être les yeux, ça peut être dans les zones réflexes, ça peut être dans un mouvement du corps, voilà. Donc c'est un peu comme une chanson qu'on remodifierait à chaque instant. Ok, merci beaucoup pour l'explication. Alors du coup, cet épisode, on va parler un petit peu des crises d'angoisse, de l'anxiété. Comment ça se passe si quelqu'un te contacte en disant voilà, je fais des crises d'angoisse, est-ce que je peux venir vous consulter? Toi, comment tu vas du coup appréhender la première séance? Est-ce que tu vas partir sur peut-être on va commencer par de la réflexologie, ou on va peut-être d'abord faire de l'hypnose? Comment tu fais pour... Alors, pour une personne adulte qui va me dire je veux de la réflexologie, je veux de l'hypnose, on va dans le sens de la personne. Après la première séance, on va mettre en évidence ce dont la personne a le plus besoin, et on va aller soit par de l'hypnose, de la réflexologie, ou les deux en même temps, ou même par des soins du corps où on peut mettre de la réflexologie, de l'hypnose. D'accord. Même pour les ados, voilà, il y a plusieurs techniques. Pour un ado, un enfant, l'hypnose, ça monte dans le monde du magique. Enfin voilà, j'ai une baguette magique souvent que je donne aux enfants parce que je leur dis essaye parce que moi je ne sais pas faire. J'aime bien les accueillir, les ados et les enfants, avec de la réflexologie. Parce que d'abord, je vais par le langage du pied, ça fait 20 ans que je crée un langage du pied suivant les zones, comme elles sont plus ou moins dures, tendues. C'est un peu comme si je lisais en braille sous les pieds, en voyant les tensions, en mettant des mots-clés, en regardant les parents, parce que le parent accompagnant peut me donner déjà une atmosphère qu'il y a dans la famille. Dans la cellule familiale, comment ça se passe, quelle est la forme de langage qu'il y a entre l'enfant et le parent accompagnant. Donc c'est pour ça que la première séance, j'aime bien quand il y a les parents, parce que au moins je peux déjà avoir une séance découverte. Et il se peut que pendant la séance réflexologie, j'aille lui montrer comment marche son cerveau avec le bras. Donc je t'ai fait tout à l'heure parce que c'est vraiment important qu'il se fasse confiance. Un ado a besoin de savoir comment marche son cerveau, comment on peut apprendre, comment on peut voir les choses d'une différente manière, écouter d'une autre manière. Il se peut aussi qu'entre les parents et les enfants, il y a un monde complètement différent. Il y a des parents qui sont peut-être visuels et qui vont dire à leur gosse « Tu vois, je te l'avais dit ». Le gosse, il va vous dire « Ouais, j'ai vu » et tout. Parce qu'en fait, l'enfant est auditif et que voir, c'est comme manger, truc. Mais si le parent change son langage en disant « Écoute ce que j'ai à te dire, c'est important ». Là, l'enfant va... être plus attentif. Voilà, il va être tiens, qu'est-ce qu'il a? Il parle. Il communique. Et là, on va se retrouver sur un autre mode. D'accord. Et là, la thérapie va pouvoir commencer d'une autre manière. Ok.
Voilà, les parents et les enfants sont toujours acteurs. Mais c'est super, au moins la première séance, voilà, tu t'adaptes en fonction aussi du vécu de la personne, Tout à fait. du contexte familial, de ce qu'il a besoin, et voilà. Ok, c'est très clair pour moi. Alors, on le sait, il y a plusieurs causes de l'anxiété qui sont possibles. Est-ce qu'au niveau de la réflexologie, donc au niveau des pieds dans le corps, il y a des zones qui sont le plus touchées par ça, ou ça peut vraiment être n'importe quoi dans ton corps qui est touché par l'anxiété? Alors, chaque personne a sa musique, sa résonance, ses valeurs, ses croyances. Donc, pour toi, quelque chose qui va être anxiogène ne va pas être pour ton mari, pour tes parents, pour tes amis, la même chose. D'accord. Et sous les pieds, toutes les zones sont différentes. C'est pour ça que je dis toujours, avec mes mains, je lis comme on lirait en braille, parce que on peut avoir, par exemple, des zones où il y a le père qui donne une certaine valeur du travail en disant il faut travailler, il faut que tu aies les meilleures notes et tout. Donc ça va aller toucher les organes des intestins, les émotions, ça va aller toucher le foie parce que l'enfant n'a pas confiance en lui, ou l'anxiété, ça peut toucher l'estomac parce que je rumine, je ressasse, enfin voilà, et ça peut raconter une histoire comme ça, mais ça peut raconter aussi une histoire où il y a juste la zone du père qui est touchée parce que il me gonfle à me dire ça, moi j'en ai rien à faire, et puis de toute façon moi je veux être rugbyman et je veux pas être médecin, et j'ai envie de vivre ma vie complètement. Donc on va voir que le poids de la famille c'est un boulet pour lui et qu'il a qu'une chose à faire, c'est qu'il a envie de se casser, de faire sa vie, voilà. Chaque personne est vraiment différente, donc on ne peut pas dire il y a cette méthode qui marche ou cette méthode. C'est vraiment une écriture du corps que chacun se fait. Platon le disait lui-même, hein, les mots de l'âme sont les mots du corps, et on ne peut pas les mélanger, on ne peut pas les dissocier. C'est vraiment une alchimie extraordinaire que je travaille depuis 20 ans. D'accord. Alors maintenant, moi j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux apaiser l'anxiété en utilisant seulement la réflexologie? Alors, pour moi, c'est difficile. C'est très difficile parce qu'on peut le faire. Voilà. Donc, il y a des fois, en une séance, enfin, moi j'aime bien travailler en 2-3 séances parce que j'aime bien travailler en douceur, parce qu'on a plus de résultats dans la longueur de temps que dans le rapide. Puis la personne a besoin aussi de temps pour te faire confiance et se sentir... Et puis se dénouer, c'est un peu comme si elle arrivait avec une grosse pelote de laine en nouée, elle met ça sur la table, puis elle me dit débrouille-toi maintenant, je te passe mon anxiété, et puis démerde-toi avec ça. Alors, oui, on peut le faire en réflexologie, on peut démêler les anxiétés par la parole, par les non-dits, qu'on dénoue petit à petit, hein, parce que il y a des fois on me dit oh non, j'ai mis les yeux comme ça, la main devant les yeux ouverts en disant oui je vois pas le mur mais on le voit mais on veut pas le voir. Donc en réflexologie, avec les questions pertinentes que je vais pouvoir faire lors des séances par rapport aux organes, je vais mettre des points. Je vais mettre des petits clous là où ça fait mal, et puis alors dans les pieds, l'inconscient parle. Quand il y a des choses, il y a des moments la personne me dit mais non, ça va très bien. Et dans et puis le pied fait des mouvements inconscients. Un peu comme dire ouais mais je suis là, hein, j'ai envie d'en parler, mais non on n'en parle pas. Donc là je conseille après une séance d'hypnose ou hypnose réflexologie ou carrément un soin du corps, parce que le corps a besoin d'être touché, dans ces périodes de Covid, on a des gros problèmes d'anxiété à cause de ça. Et c'est vrai que l'hypnose, la réflexo, avec du soin du corps, du massage, en massage bien-être, on arrive à stimuler comme ça, à bien détendre. On a un champ beaucoup plus large. Donc effectivement, en réflexologie, on peut détendre, on peut calmer des anxiétés, mais pour un travail plus profond, on peut aller plus loin.
D'accord. Bon, bah, du coup, ça emmène ma prochaine question. Est-ce que tu peux apaiser du coup l'anxiété en utilisant seulement l'hypnose maintenant? Alors, l'hypnose, oui, pour certaines anxiétés, on a des méthodes comme le Diachi. Alors, Diachi, ce sont des méthodes qu'on a utilisées pour les attentats à Paris ou des choses comme ça. C'est-à-dire que quand on a une anxiété, quand on a une idée qui revient, qui est récurrente, c'est comme si on la voyait devant. D'accord. Je n'arrête pas d'y penser, on a le regard qui va devant en me disant, comme si l'idée elle était devant, qu'elle vous faisait un appel comme un sémaphore et qu'elle disait ben ouais je suis là, tu m'as vu hein, non tu m'as pas oublié, regarde je suis là. Et donc en hypnose on va pouvoir mettre cette pensée derrière la tête, c'est une image, hein. C'est de dire que ben, la pensée elle est toujours derrière, mais devant ça va mieux. J'avais quelqu'un qui avait une anxiété, elle devait passer un examen et elle devait faire une composition de fruits pour une soirée et il y avait des bananes. Et elle déteste les bananes, c'est une phobie. Alors, c'est une grosse phobie qu'on ne connaît pas, mais qui est une des plus grosses phobies. La phobie des bananes. La phobie des bananes. Ok. Voilà. Et donc elle n'arrivait pas à aller plus loin dans ses cours. Parce que elle avait peur de tomber sur le moment où elle allait voir une photo de banane ou toucher une banane. Enfin, c'était vraiment anxiogène. D'accord. Alors, on en a rigolé. Je lui ai fait cette petite séance de Diachi. Elle est allée acheter une banane, elle l'a mise dans son sac pendant 3 jours. Bon, elle n'aime toujours pas les bananes. Mais au moins, elle peut travailler. Mais voilà, elle peut travailler sur la banane. Voilà, voilà, il y a des choses comme ça en hypnose. Et après, il y a des causes plus profondes. Donc, il faut aller plus loin. Mais il y a tellement d'outils en hypnose que oui, on peut travailler. Alors, une fois que tu as pu aider les personnes, quand les séances sont terminées, est-ce que tu leur donnes des outils pour qu'ils puissent s'aider tout seuls ou se débloquer des moments où le stress peut revenir? Alors tout à fait. Je leur explique déjà comment marche leur cerveau, ce qu'on appelle la PNL. Ok. Voilà, la PNL, de comprendre comment marche son cerveau, comment on doit parler. Si on est visuel, c'est-à-dire que on va dire, tu vois là, la plante, elle est super. Donc c'est quelqu'un qui est visuel, donc son cerveau va marcher par la vue, par ce qu'il voit. Il y en a d'autres qui vont être plutôt auditifs en disant écoute c'est sympa ton histoire mais là j'ai autre chose à faire. Et puis il y en a d'autres qui vont être visuels et kinesthésiques, c'est-à-dire qui vont te dire t'as vu la plante elle est rouge, elle a des petites nervures roses, voilà, ça c'est un kinesthésique. Donc souvent quand il y a des soucis c'est de déjà comprendre qui on est, si on est visuel, auditif, kinesthésique, et de pouvoir s'adapter aux autres. Parce que si on est auditif et on a un visuel en face qui vous dit tu vois, oui bon j'ai vu la fleur mais je m'en fous parce que voilà c'est pas mon état primaire. Mais de me dire bon il faut que j'écoute ce que l'autre a à me dire parce que pour lui c'est important que je regarde sa fleur. Là dans le cerveau on va reprogrammer le cerveau d'une autre manière en disant ben voilà je suis obligée d'écouter ce qu'il a à me dire parce que pour lui c'est important que je regarde sa fleur. D'accord. Donc là la personne va avoir une autre façon de se connaître, de voir ses qualités, ses défauts, ses qualités, et par de la respiration, de la PNL. Alors, en hypnose, on a une méthode où on met ce qu'on appelle des ancrages dans les doigts, c'est-à-dire que on va reprogrammer le cerveau comme on a fait un peu pour le bras tout à l'heure, et on va le poser dans un pouce, ou mettre une couleur. Ça peut être, il y a une multitude d'ancrages dans la position où la personne va avoir un stress et tout ça, se dire tiens, il faut que je pense à la couleur rouge. Et là, la couleur rouge, mon stress qui était à 10, je vais pouvoir le descendre. Voilà. Et là, j'ai un rouge clair. Alors là, c'est super. Je suis à 4, 5. C'est bon, je vois la vie en rouge clair et je peux continuer. Voilà, ça s'appelle un ancrage. Et il y a plein d'outils comme ça. Donc, il y a ça.
Et puis de temps en temps, là je viens de le faire dernièrement, avec un gamin qui devait passer son permis de conduire, et le pauvre, ça faisait 4 fois qu'il le passait, c'était un gros stress, il n'y arrivait pas. Donc on l'a travaillé au cabinet, et la veille de son permis de conduire, on a au téléphone, on a retravaillé en coaching téléphone. Je le fais aussi pour quand il y a des examens, le matin avant les examens, on fait une révision de comment on respire, comment on va rentrer, comment on visualise la chose qui nous angoisse. Voilà, il y a plein d'outils, je suis très ouverte. J'ai des jeunes qui m'appellent, qui me laissent des messages à des heures impossibles, et ça c'est bien les jeunes, et je réponds moi à des heures plus possibles. Mais voilà, c'est des choses, c'est vraiment des choses qui sont... D'accord. Oui, donc en fait, t'as une méthode qui est assez complète, avec plein d'outils à ta disposition que t'adaptes en fonction des besoins de la personne. Oui. Et ensuite, à la fin, t'essaies de... déjà, ils ont aussi compris un petit peu comment leur corps fonctionne, comment leur cerveau fonctionne, donc déjà ils sont un petit peu plus au courant, et ils arrivent peut-être aussi mieux à appréhender et à gérer en fait ce qui peut se passer. Tout à fait. Et du coup toi tu peux aussi parsemer de petits outils pour les aider après, ou bien ils peuvent aussi te recontacter s'ils ont perdu l'ancrage, se souviennent plus de l'outil qui fonctionne. Oui, pour les enfants, je leur explique comment marche leur cerveau, comment le cerveau a des cases, comment on apprend même à l'école, parce que ça peut être de l'anxiété, ça, de pas se rappeler de la leçon. Il y a quelque temps, il y en a une qui m'a fait beaucoup rire, qui passait son bac, et elle m'avait mis dans la case de l'anglais, de l'espagnol, du russe, enfin il y avait tout qui était mélangé, et la pauvre n'arrivait plus à prendre ses cours. Donc je lui ai réexpliqué où étaient ces cases, où il fallait qu'elle remette son regard pour aller chercher les cases. Après j'avais la maman en séance, et quand la maman est sortie, la petite avait mis des post-it un peu partout dans la voiture avec les cases où il fallait mettre l'anglais et le français. Et elle apprenait ses leçons, ses textes. Mais elle est ressortie, elle me dit « ça y est, je sais mes textes ». Voilà, et là je trouve ça intéressant. Et puis c'est génial, en plus tu vois aussi que ça fonctionne et que les gens réussissent à dépasser aussi ces blocages et tout ça. Et c'est une grande joie pour moi quand ils réussissent, quoi. C'est les gosses, moi quand ils m'amusent à tout âge, hein, que ce soit des petits ou des plus grands, des ados. Voilà. Oui, parce qu'au final on peut tous aussi avoir des petits blocages qui arrivent au fur et à mesure de la vie. Mais c'est le problème, c'est qu'un petit blocage chez un ado qui n'est pas traité dès le début, ça amène des proportions. Et puis il y a un truc qui est très important que l'on oublie. Un mot que l'on va dire, nous, en tant qu'adultes, à un ado, peut avoir des proportions mais effarantes. On va prendre l'exemple d'un parent qui voit son enfant trébucher avec ses chaussons petits. Le parent va lui dire mais tu peux pas faire attention, t'es vraiment gauche, mais en rigolant. Parce que il va s'amuser de la scène de l'enfant qui va tomber et puis il va lui dire avec beaucoup d'amour et tout. Sauf que l'enfant, lui, va peut-être pas le prendre de la même manière, c'est-à-dire que soit il le prend en rigolant et puis tout va bien, soit l'enfant va le dire j'ai déçu mon père parce que je suis tombée, je suis gauche parce que je sais pas marcher, donc il y aura 2 peines en plus dans cette phrase qu'il aura entendue inconsciemment. Ça fait que toute sa vie va se traîner d'un truc en me disant de toute façon je peux pas faire plaisir aux parents qui s'est moqué de moi parce que je suis gauche et que je ne peux pas faire quelque chose de simple d'une première fois. Et donc ça va nourrir cette angoisse, ce traumatisme, qui en grandissant va faire que l'enfant va être d'échec en échec, et quand il va y arriver, il pourra jamais y arriver, surtout de la première fois. Et puis qui va inconsciemment se mettre en échec en disant là je peux y arriver, bon non allez hop, de toute façon je peux pas y arriver, de toute façon mon amour référent qui s'est moqué de moi petit me l'avait bien dit. Voilà, et on fait tous des erreurs comme ça. Moi-même, les premiers temps, quand les gamins arrivaient qui venaient d'avoir fait entre guillemets une bêtise, que les parents arrivaient en me disant ouais machin truc, et moi j'avais qu'une envie de rire, je disais mais
t'es comme un couillon quand même. Tu peux pas faire les choses autrement. Et en fait, sans le savoir, je me donnais une double culpabilité au gamin parce que il adorait venir voir Tati Valou, mais en plus elle lui disait qu'il était couillon parce qu'il avait fait une bêtise. Donc maintenant je suis arrêtée. Bah oui, le choix des mots est important. Très et important. Chaque mot a des poids. Et on est tous dans des mots comme ça que l'on dit, mais c'est pas volontaire. Hein. Il n'y a pas de faute, c'est pas volontaire. Mais voilà, c'est... Après, c'est bien, il faut se dire qu'on évolue aussi toute sa vie et qu'on faut peut grandir, toujours se rattraper. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du coup, je suppose que quand l'ado vient à ton cabinet, donc il est accompagné par ses parents la plupart du temps, un des deux parents, est-ce que ça arrive en séance que tu te rendes compte que l'anxiété de l'ado vienne peut-être un petit peu d'un de ses deux parents et du coup, est-ce que tu propose un échange avec le parent pour peut-être un petit peu expliquer ce qui est en train de se passer, peut-être lui proposer une séance pour les aider et que tout se passe mieux. Comment t'arrives à gérer un petit peu cette situation? Alors, cette situation, il y a des moments, c'est un peu compliqué, suivant la personne, les parents et tout ça. Alors, moi, j'ai toujours dit qu'avec l'humour, ça passait mieux. Donc, souvent, quand je vois que on a des parents stressés parce que l'enfant est en échec ou qu'il ne va pas ou qu'il n'est pas conforme à des idées reçues et donc je commence à cerner un peu le parent dans sa situation de parent. Et l'enfant, ça peut être, j'ai eu un exemple il y a quelque temps où il y a un papa qui demandait à son enfant d'être vraiment, il fallait qu'il soit performant. Ok, fallait y arriver. Il fallait y arriver, il y a que les imbéciles qui n'y arrivent pas. D'accord. Donc compliquer un petit peu le truc, l'enfant complètement replié, le poids du père énorme et tout. Je regarde le gamin, je regarde le père, je fais, il te gonfle hein, ton père. Et là, le gamin a un sourire jusque-là, et je me retourne vers le père, je fais, mais pourquoi il faudrait quand même que vous arrêtiez de le stresser, ce pauvre petit. Voilà. Et en prenant avec l'humour comme ça a enlevé une chape. Voilà. Et le père, comment il a réagi? Alors le père, il a bloqué un petit peu, parce que les hommes bloquent plus que les femmes, mais il a bloqué. Mais voilà, avec un peu d'humour et tout, je fais, mais attendez, votre fils, il a des valeurs, il n'y a pas que des échecs, il y a des valeurs. Et donc avec le fils, je le regardais, et puis de temps en temps, je laissais des mots, parce que j'explique toujours aux parents qu'il y a des choses qui vont sortir dans les séances avant qu'ils arrivent, où ils n'ont pas le droit de juger l'enfant. Ils n'ont pas le droit de dire à l'enfant à la sortie, t'as dit ça, machin, truc, voilà. C'est parce que souvent au début le parent est présent pendant la séance. La première séance, souvent le parent est là parce que ça conforte l'enfant pour une sécurité morale, pour l'enfant et pour nous thérapeutes, on est obligé d'avoir les parents avec. Même pour les ados du coup. Alors pour la première séance, même pour les ados, parce que moi je préfère il y a une sécurité morale et tout ça. Et après je peux dire aux parents sur les autres séances, quand ils me connaissent, quand ils savent comment je travaille, quelle est ma rigueur, là après on peut lâcher du lest en disant aux parents vous partez. Ou on demande à l'ado s'il veut que ses parents restent ou pas. Et après, je peux proposer aux parents de dire, voilà, est-ce que vous voulez pas venir faire une séance pour qu'on en discute et qu'on voit pourquoi il y a ce blocage. Voilà, l'amener aux parents, parce que souvent les parents ont un problème avec l'ado, mais il y a des moments où ils se disent pas, on est peut-être un peu responsable. Ouais. Bah, c'est dur de se remettre en question. Mais c'est aussi, très très dur. Si eux-mêmes ont aussi peut-être des croyances de leurs propres parents. Et voilà. Et du coup, c'est intergénérationnel. Et après, on peut le voir en psychogénéalogie. C'est un autre domaine où on peut aller voir les croyances sur des générations. Mais ça, on en discute avec les parents. On regarde comment ils ont été élevés, comment. Et puis s'ils ont envie aussi d'aller creuser dans le contexte où ils vivent. Il y a j'en parlais des heures. Bon, en tout cas, je pense que le message était clair. On a compris du coup comment tu travaillais et ce qui pouvait se passer. Alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs maintenant. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors,
Un ado qui est en révolution a un message à communiquer, conscient ou inconscient. Okay. Il y a des fois, c'est très difficile de trouver les clés, les mots. Les parents ne sont pas, ce ne sont pas des échecs. On a les mauvaises clés pour avancer, on a les mauvaises clés pour ouvrir la serrure. Il faut pas se décourager. À l'heure actuelle, on a un trousseau de clés qui est énorme, un potentiel énorme pour ouvrir ces portes-là. Il faut vraiment que les parents ne perdent pas foi en eux. Ils ont plein de choses, de bonnes choses à communiquer à leurs enfants. Ils ont des bonnes choses à trouver, des outils. Voilà, il faut trouver la bonne personne qui peuvent les aider à communiquer avec leur enfant. Moi, c'est un très beau message. Alors, pour finir, comment on peut te contacter? Est-ce que tu es présente sur les réseaux? Alors, je suis présente sur plein de réseaux. J'ai un peu de mal parce que... tu préfères? Alors bon, il y a le téléphone, il y a le mail, il y a les SMS classiques. J'ai 2 pages Facebook, une pour l'hypnose et la réflexologie. J'ai fait des séances de relaxation sur YouTube où on peut me retrouver sur Valérie Teille, réflexologue, hypnose. Et là, il y a une dizaine de séances de relaxation pour se détendre un petit peu. Alors, il y en a quelques-unes qui sont visuelles, les dernières, et les autres sont auditives. Et après, je fais des séances par WhatsApp, Skype, voilà. Super, bah dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description, tu m'enverras tout ça comme ça, je n'oublierai rien. J'essaie de communiquer, mais c'est pas... Bon, en tout cas, merci beaucoup Valérie d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Faites quoi Sarah, c'était un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter et tout simplement la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!